Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des textes assez incroyables sur la stratégie chinoise ancienne. Je pense bien sûr au fameux 36 stratagèmes. Tout à fait, des textes qui continuent de fasciner. Exactement. Et pour ça, on a quelques sources intéressantes, des analyses tirées du livre des 36 stratagèmes, un autre bouquin sur leur application plus moderne au commerce, et aussi, bien sûr, un texte fondamental, le I Ching. Le classique des changements, oui, incontournable pour comprendre la pensée chinoise. Voilà. L'objectif, c'est de décrypter un peu l'essence de ces stratégies, voir le lien avec la philosophie du I Ching et qu'est-ce que cette sagesse millénaire peut nous apporter aujourd'hui. Alors, première question simple, qu'est-ce qui fait la spécificité de ces stratagèmes? Eh bien, déjà, il faut peut-être préciser que ce ne sont pas juste des ruses de guerre, quoi. Les sources insistent là-dessus, c'est plus large. Ah oui, C'est-à-dire, ce sont des techniques d'astuce. Bon, certaines reposent clairement sur la tromperie, faut pas se le cacher, mais d'autres relèvent plus de ce qu'on pourrait appeler la présence d'esprit. la présence d'esprit, c'est intéressant comme terme. Plus que des trucs, alors. C'est une approche, C'est ça. une capacité à s'adapter très vite, à lire une situation et à trouver une solution, souvent non conventionnelle, détournée. Moins par la force brute, disons. D'accord. Une sorte d'intelligence situationnelle. Exactement. Et même si l'origine est militaire, c'est vrai, nos sources montrent bien qu'on cherche aujourd'hui à voir comment ça peut s'appliquer au commerce, à la gestion. Mais avec des pincettes, j'imagine. Oui, attention, une des sources le dit clairement. On ne transpose pas une tactique militaire telle qu'elle dans un contexte civil ou commercial. Ça demande une adaptation fine. C'est crucial. Logique. Mais alors, ce qui est frappant, c'est que ce ne sont pas juste 36 astuces isolées, n'est-ce pas? Il y a une toile de fond philosophique. Absolument. Et c'est là que le Yi Jing intervient. Le classique des changements. Hmm. Les textes qu'on a le présentent vraiment comme un socle de la pensée chinoise. C'est pas seulement un recueil de sagesse, c'est presque un système pour comprendre le changement permanent, avec des concepts clés comme le yin et le yang, bien sûr. Mais comment un texte aussi ancien, qui vient de la divination à la base, peut éclairer la stratégie? Ça semble un peu lointain, non? C'est une bonne question. En fait, le I Ching, il s'est construit sur des siècles, à partir de l'analyse de milliers, peut-être même de centaines de milliers de tirages divinatoires. Oui, au début sur des carapaces de tortues, des os. Ah oui, quand même. Mais le but, ce n'était pas juste de prédire l'avenir de manière figée. C'était d'identifier des schémas récurrents, des situations types, comme disent nos sources, et surtout de comprendre comment ces situations évoluent. D'accord, tu vois, une sorte de cartographie les dynamiques possibles. C'est une bonne image, oui. Une immense base de données de scénarios et de leur transformation potentielle. Ça apprend à lire les signaux faibles, à sentir comment une situation peut basculer. Et ça met l'accent sur quoi principalement? L'efficacité? Oui, l'efficacité, l'adaptation. Il y a une notion très intéressante dans le Yijing, c'est celle de l'absence de faute. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe jamais, Non, bien sûr. mais ça encourage à agir face à l'incertitude. Mieux vaut agir, quitte à ajuster, plutôt que de rester paralysé par la peur de faire une erreur. C'est très pragmatique en fait. Et ça colle bien à l'esprit stratégique. C'est fascinant. Voyons un exemple concret. Le stratagème numéro 3, tuer avec un couteau emprunté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, l'idée est assez simple dans son principe, mais redoutable. Il s'agit de ne pas utiliser ses propres forces directement pour atteindre un objectif, D'accord. mais plutôt d'utiliser les forces d'un tiers. Ça peut être un allié, un neutre ou même l'adversaire lui-même contre lui. L'avantage, c'est qu'on préserve ses propres ressources et on évite l'affrontement direct. Malin. Un exemple historique. L'exemple classique cité, c'est Cao Cao, à l'époque des Trois Royaumes en Chine. Pour se débarrasser d'un rival gênant, Kuan Yu, il ne l'attaque pas frontalement, non. Il va manœuvrer pour qu'un autre seigneur, Sun Quan, attaque Kuan Yu à sa place. Très habile. Et nos sources voient des applications modernes de ce genre de stratagème? Oui, alors une des analyses qu'on a consultées propose une lecture contemporaine. Attention, c'est une interprétation, pas une vérité absolue. Bien sûr, c'est une grille de lecture. Voilà. En citant un auteur chinois de 2003, elle suggère que la guerre contre le terrorisme, lancée par les États-Unis en Afghanistan au début des années 2000, Oui. pourrait être analysée sous un certain angle comme une application de ce stratagème 3, le couteau emprunté. Ah bon? Comment ça? Et quel serait le lien? Selon l'interprétation qui est rapportée dans notre source,
La cause affichée publiquement, la lutte contre le terrorisme, présentée comme une cause juste, aurait pu servir de couteau. De levier, en quelque sorte, Exactement. Isaac. Un levier ou un prétexte, si on veut être plus critique, permettant de poursuivre, peut-être de manière moins visible, d'autres objectifs. Des intérêts nationaux, géostratégiques, économiques. L'accès à des ressources, des positions. D'accord. Encore une fois, c'est l'analyse présentée dans le texte. Une manière de lire les événements en cherchant des motivations moins évidentes. Ça invite en tout cas à regarder au-delà des discours officiels. Et ce n'est qu'un stratagème parmi 36. J'imagine que les autres ouvrent encore d'autres perspectives. Ah oui, tout à fait. On a par exemple le numéro 10, dissimuler un sabre derrière un sourire. Là, on est plus dans la manipulation psychologique. Gagner la confiance pour mieux frapper. Ou le numéro 2, encercler Wei pour secourir Shao. Exactement. Là, c'est l'attaque indirecte. Plutôt que de défendre directement Shao qui est assiégé, on attaque Wei, le point faible de l'assaillant, pour le forcer à lever le siège de Shao. Ça montre bien la diversité des approches, hein. Psychologique, indirecte, basée sur l'emprunt. Donc au final, ces 36 stratagèmes qui s'appuient sur cette philosophie profonde du I Ching, c'est beaucoup plus qu'un simple recueil de ruses en fait. Absolument. C'est une véritable école de pensée stratégique qui valorise la flexibilité, la lecture fine des dynamiques cachées et surtout l'adaptation intelligente au changement. Une pensée de la fluidité. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Au-delà de la guerre ou du business, comment est-ce que cette approche ancienne, cette capacité à observer finement, à agir de manière fluide, adaptée, comment est-ce qu'elle pourrait nous aider, nous tous, à naviguer la complexité de notre monde actuel? C'est une excellente question. Une piste à explorer certainement. Voilà qui conclut notre exploration pour aujourd'hui.